Vous êtes-vous déjà demandé quels actifs ont réellement survécu à toutes les grandes crises financières de l'histoire? Dans cette vidéo, je vais analyser 4 types d'actifs qui ont historiquement été les plus fiables lors des catastrophes financières de tous les temps. Le dernier actif de ma liste ne coûte pas un centime, pas ça de quoi, mais il pourrait bien être le plus précieux. Et restez jusqu'à la fin pour avoir une vue d'ensemble et comprendre comment tout cela s'articule. Revenons un instant en 1929, New York. Deux hommes, tous deux issus de la classe moyenne, ont passé la majeure partie de leur vie à mettre de l'argent de côté. Le premier est un comptable de Manhattan. Il possède un portefeuille d'actions, des obligations d'État et un compte d'épargne dans une banque réputée et reconnue. Ses actifs cochent toutes les cases de ce qu'un conseiller financier qualifierait de sûr. Un portefeuille raisonnable et diversifié. C'est le genre de configuration que l'on regarde en se disant « oui, ce type va très bien s'en sortir ». Le second est un agriculteur du Kansas. Il possède 160 acres de blé, 20 pièces d'or dans un coffre-fort, un cadeau de son père, et une paire de mains qui savent comment réparer un tracteur, rafistoler un toit et élever du bétail. Puis, octobre 1929 a frappé. Le marché s'est effondré. Les banques ont fermé leurs portes et les obligations se sont transformées en papier peint. Le comptable a tout perdu. Et écoutez, sur le papier, sa configuration semblait solide, comme un roc, mais tout ce qu'il possédait dépendait du système et de la confiance des gens dans ce système. Lorsque cette confiance s'est brisée, il s'est retrouvé sans rien. Alors, qu'est-il arrivé à l'agriculteur? Ses terres ont continué à produire du blé. Son or a conservé sa valeur, ses compétences n'ont pas disparu et ses mains pouvaient toujours faire le travail. Il est sorti de la crise plus riche qu'il n'y était entré sans même s'en rendre compte, car les gens qui avaient tout perdu lui achetaient désormais de la nourriture avec des objets de famille. Ce n'était pas une histoire isolée, il y en avait des milliers comme lui. Il se trouvait juste qu'il possédait le bon type de choses, des actifs plus fondamentaux. Ce même schéma s'est reproduit dans l'Allemagne de Weimar, en Argentine, en 2008 et en 2020. À chaque fois, les mêmes catégories d'actifs finissent par résister tandis que les investissements sûrs sont anéantis. Cette vidéo traite de 4 de ces actifs, soutenus par 4000 ans de preuves. 3 d'entre eux coûtent de l'argent. Le quatrième ne coûte rien, et il pourrait être le plus précieux de tous. Restez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Commençons par le plus ancien, la terre. Pas la terre en tant que ligne sur un relevé de courtage, ni un terrain de banlieue avec une maison dessus. Je parle de terres productives, celles qui produisent de la nourriture, renferment des minéraux ou se trouvent sur l'eau. Dans l'Allemagne de Weimar, en 1923, le mark s'était pratiquement effondré à zéro. Les gens brûlaient des billets de banque dans leurs poêles parce que le papier valait littéralement plus cher comme combustible que comme monnaie. Un banquier de Berlin qui avait passé 30 ans à économiser des marks pour sa retraite ne pouvait pas s'acheter une miche de pain avec. Pendant ce temps, un éleveur de porcs à 40 miles de la ville échangeait un seul porc contre un piano à queue qui coûtait auparavant 3 mois de salaire à ce banquier. Ce n'est pas une exagération. Cela provient des archives historiques. Les agriculteurs en dehors des grandes villes sont devenus la nouvelle aristocratie presque du jour au lendemain. Ils pouvaient exiger d'être payés en or, en devises étrangères ou en marchandises. Et les gens payaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. La nourriture était nécessaire tous les jours, et la ferme en produisait tous les jours. La monnaie pouvait mourir, mais pas le blé. Ce schéma se répète si souvent qu'il commence à ressembler à une loi de la nature. Au Zimbabwe, en 2008, les agriculteurs possédant des terres et du bétail avaient quelque chose que les gens étaient prêts à échanger contre n'importe quoi, tandis que les travailleurs urbains ayant des économies en dollars zimbabwéens n'avaient plus rien du tout. La raison est d'une simplicité enfantine. Lorsqu'une monnaie s'effondre, l'économie ne s'arrête pas pour autant. Les gens continuent dans ça de manger. Ils ont toujours besoin de carburant, de matières premières et d'un abri. Quiconque contrôle la source de ces choses détient un véritable pouvoir, indépendamment de ce qui arrive à la monnaie. Il l'avait compris dans la Rome antique. Il y avait une règle non écrite. Pour devenir sénateur, il fallait posséder des terres. Ce n'était pas seulement une question de tradition, la terre était la seule forme de richesse qui ne pouvait pas être dévaluée par un décret de l'empereur. Lorsque le denier a perdu 95% de son argent sur 2 siècles et que les prix ont été multipliés par 10, les sénateurs possédant des domaines mangeaient toujours la récolte. La terre ne se souciait pas de ce qui arrivait à la pièce de monnaie.
Il y a eu des patriciens qui ont perdu leur fortune dans la spéculation commerciale, mais je n'ai trouvé aucun cas enregistré de quelqu'un ayant tout perdu alors qu'il possédait un champ de blé. Qu'en est-il aujourd'hui? Bill Gates est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles en Amérique, avec 270 000 acres. Il ne cultive pas, il se couvre. Les fonds institutionnels du monde entier achètent discrètement des terres agricoles, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que les mathématiques de l'inflation ne leur laissent pas beaucoup d'autres options. La terre produit de la nourriture, et les gens mangent. Cette équation ne dépend pas de ce que la Réserve fédérale décide de faire avec les taux d'intérêt. Mais je veux être franc avec vous, la terre n'est pas un actif parfait, elle peut être confisquée. Au Zimbabwe, en Union soviétique et à Cuba, chaque fois qu'un gouvernement a décidé que la propriété privée devenait gênante, la terre à Tekken était la première chose dont il s'est emparé. Elle est également illiquide. Si vous avez besoin d'argent demain, vous ne vendrez pas une ferme demain, surtout en temps de crise lorsque les acheteurs se font rares et que le processus s'éternise. Cela demande aussi du travail, des impôts, de l'entretien et des connaissances. Ce n'est pas le genre d'affaires où l'on configure et on oublie. Mais voici ce qui l'emporte sur tout cela. En 4000 ans d'histoire enregistrée, de la Mésopotamie à aujourd'hui, la terre productive n'est jamais tombée à zéro. Pas une seule fois. Les monnaies sont tombées à zéro, les actions sont tombées à zéro, et les obligations sont tombées à zéro. Mais la terre qui fait pousser du blé a toujours valu exactement ce que valait le blé. Et le blé a toujours eu de la valeur. Le deuxième actif est l'or. Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel, il ne s'agit pas de théorie du complot ou de survivalistes dans des bunkers. Il s'agit de mathématiques et de la façon dont les gens se comportent réellement lorsque tout s'effondre. Lorsqu'une monnaie meurt, la société a immédiatement besoin de quelque chose qu'elle peut utiliser comme monnaie. Pas plus tard, pas à l'avenir, mais tout de suite. Depuis des milliers d'années, la chose vers laquelle les humains se tournent par défaut est l'or. Non pas parce qu'il est magique, mais parce que tout le monde le reconnaît. Vous pouvez le diviser, vous pouvez le transporter avec vous, et aucun gouvernement sur Terre ne peut en imprimer davantage. À Rome, lorsque le denier est passé d'une pièce d'argent à pratiquement un morceau de cuivre sur 200 ans, les gens qui possédaient de l'or véritable ont continué à commercer, à acheter et à vivre. L'or n'a pas sauvé Rome, mais il a sauvé les habitants de Rome. Or, voici un chiffre que la plupart des gens ignorent. Entre 1929 et 1933, le Dow Jones a chuté de 89%. Au cours de cette même période, les actions de Homestake Mining, une société d'extraction d'or, ont augmenté de 474%. Ce n'était pas parce que quelqu'un avait eu une idée de génie, mais parce que lorsque tout le reste s'effondre, l'or devient la chose vers laquelle tout le monde se précipite. Les personnes qui détenaient un croisé de l'or physique avant le crack de 1929 sont entrées dans les années 1930 avec leur pouvoir d'achat intact. Les personnes qui détenaient des actions et des obligations ont presque tout perdu. Même pays, même crise, mais des résultats opposés selon ce que vous déteniez. En 2008, lorsque Lehman Brothers a fait faillite, l'or a baissé pendant quelques semaines, puis a commencé à grimper, en hausse de 25% à la fin de 2009. En 2020, lorsque les gouvernements du monde entier ont imprimé des milliers de milliards en réponse à la pandémie, l'or a atteint un niveau record. Et voici ce qui se passe en ce moment. Les banques centrales du monde entier achètent plus de 1000 tonnes d'or par an depuis 3 ans. Elles font plus que doubler leurs achats par rapport à la décennie précédente. Les mêmes personnes qui impriment de la monnaie papier stockent leur richesse dans quelque chose qui ne peut pas être imprimé. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est ce qu'elles font réellement. Peut-être devrions-nous prêter attention à ce qu'elles font et non à ce qu'elles disent. Mais l'or a aussi ses points faibles, et il ne serait pas honnête de les ignorer. En 1933, Roosevelt a signé le décret présidentiel 6102, et du jour au lendemain, posséder de l'or est devenu un crime fédéral aux États-Unis. Les citoyens ont été contraints de remettre leur or à 20,67 $ l'once. Puis le gouvernement a fait grimper le prix à 35 $, essentiellement une dévaluation de 40% du dollar d'un simple trait de plume. Les gens ont obtenu leur dollar en papier sûr, et le gouvernement a obtenu l'or. La confiscation est un risque réel, et cela s'est déjà produit. De plus, de 1980 à 2000, l'or a stagné pendant 20 ans. Si vous aviez acheté au sommet en 1980, vous auriez dû attendre jusqu'en 2008 juste pour rentrer dans vos frais. Toute une génération d'attente. En outre, l'or ne produit rien.
Il ne verse pas de dividendes et ne génère pas de revenus. Il reste simplement là. Mais voici ce qu'il fait. Et il le fait mieux que n'importe quel autre actif dans l'histoire. L'or ne vous rend pas riche en période de stabilité, mais il vous rend solvable quand tout le monde est ruiné. C'est une fonction complètement différente, et c'est exactement pourquoi les banques centrales, les institutions même qui émettent la monnaie papier, détiennent plus d'or aujourd'hui qu'à n'importe quel moment au cours des 30 dernières années. Le troisième actif est plus difficile à repérer, mais il pourrait être le plus pratique des quatre. Pour faire simple, c'est une entreprise qui vend quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, et de ce fait, elle facture ce qu'elle veut. C'est une entreprise dotée d'un pouvoir de fixation des prix. Toutes les entreprises ne survivent pas à une crise. La plupart d'entre elles n'y survivent pas, en fait. Mais il existe un type spécifique qui ne se contente pas de survivre. Il en ressort plus fort. Ce sont des entreprises qui vendent des choses que les gens ne peuvent littéralement pas s'arrêter d'acheter et qui peuvent augmenter leur prix aussi vite que la monnaie chute. Pensez-y de cette façon. Si vous fabriquez des sacs à main de luxe et qu'une crise survient, vos clients disparaissent. Mais si vous produisez de l'huile de cuisson, de l'électricité, des médicaments ou du carburant, la demande ne disparaîtra pas. Elle ne le peut tout simplement pas. Et si c'est vous qui le produisez, c'est vous qui fixez le prix. Pas le marché, pas le gouvernement, mais vous. Au Brésil, dans les années 1980, on pouvait le voir clair comme le jour. L'inflation atteignait des milliers de pourcents par an. Imaginez un supermarché où un employé se promène dans les rayons avec une étiqueteuse collant de nouvelles étiquettes sur les anciennes. Un prix le matin, un autre à l'heure du déjeuner, et encore un autre le soir. Les acheteurs couraient littéralement dans les allées, attrapant des articles dans les rayons avant que le prix n'augmente à nouveau. Parfois, ils changeaient pendant qu'ils faisaient la queue à la caisse. Les entreprises qui fabriquaient des biens essentiels comme l'huile, la farine, le savon et les médicaments ont conservé leur marge réelle. Elles augmentaient les prix tous les jours et les gens payaient parce que ne pas acheter d'huile de cuisson n'est pas vraiment une option. Mais les entreprises liées par des contrats à long terme avec des prix fixes, celles qui ne pouvaient tout simplement pas réajuster leur prix assez vite, ont été écrasées. Ce même principe était à l'œuvre 600 ans avant le Brésil, dans la Venise médiévale. Les marchands vénitiens contrôlaient les routes des épices de Constantinople à Alexandrie. Le poivre, la cannelle, les clous de girofle, des choses dont la noblesse européenne ne pouvait imaginer se passer. Lorsque les monnaies vacillaient et que les guerres fermaient les routes commerciales, les marchands d'épices augmentaient simplement leur prix. Les acheteurs n'avaient pas d'alternative. Soit vous payez ce qu'ils demandent, soit vous mangez de la nourriture fade. En 2022, lorsque l'inflation en Amérique a atteint 9,1%, un record sur 40 ans, que s'est-il passé? Procter & Gamble a augmenté ses prix et accru ses bénéfices. Coca-Cola a augmenté ses prix et accru ses bénéfices. Les entreprises du secteur de l'énergie ont augmenté leurs prix et accru leurs bénéfices. Les entreprises dotées d'un pouvoir de fixation des prix n'ont pas souffert de l'inflation. Elles ont gagné de l'argent grâce à elle. Pendant ce temps, les détaillants fonctionnant avec des marges infimes, les restaurants et les petites entreprises qui ne pouvaient pas répercuter les hausses de coûts sur les clients. Des milliers d'entre eux ont fait faillite. Quand est-ce que cela ne fonctionne pas? L'empereur romain Dioclétien a publié un édit sur le prix maximum en 301 après Jésus-Christ. La peine pour vendre au-dessus de la limite était la mort. Et que s'est-il passé? Les marchands ont tout simplement arrêté de vendre et les étagères se sont vidées. Vous ne pouvez pas forcer les gens à commercer à perte. Le pouvoir de fixation des prix disparaît lorsqu'un gouvernement l'interdit ou lorsqu'un changement technologique anéantit le monopole. Les marchands d'épices vénitiens ont tout perdu lorsque Vasco de Gama a contourné l'Afrique et ouvert une route maritime directe vers l'Inde. Leur mainmise a disparu en une seule génération. Mais voici la leçon clé. L'actif n'est pas une entreprise spécifique, c'est une caractéristique. La capacité d'augmenter les prix plus rapidement que la monnaie ne perde sa valeur parce que l'acheteur n'a pas d'alternative. Cette caractéristique a fonctionné à Venise il y a 600 ans, elle a fonctionné au Brésil il y a 40 ans et elle fonctionne aujourd'hui. Si vous l'avez, vous sortez d'une crise avec votre pouvoir d'achat. Si vous ne l'avez pas, vous le perdez. Voilà donc 3 actifs. La terre qui nourrit, l'or qui stocke et une entreprise qui réajuste ses prix. Tous 3 ont un point commun. Ils nécessitent du capital. Il faut de l'argent pour acheter une ferme.
Il faut de l'argent pour acheter de l'or, et il faut de l'argent pour créer ou acheter une entreprise. Mais dans chaque crise majeure au cours des 4000 dernières années, il y a eu un autre groupe de personnes qui est sorti indemne des décombres. Pas de terre, pas d'or, pas d'entreprise et aucun capital. Qu'avait-il? Des compétences. Le quatrième actif est celui qui ne coûte rien. Et c'est celui dont presque personne ne parle. En Hongrie, en 1946, s'est produite l'hyperinflation la plus extrême jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Les prix doublaient toutes les 15 heures. Pas tous les mois, pas toutes les semaines, mais toutes les 15 heures. Les fonctionnaires à salaire fixe ont été ruinés. Au moment où votre chèque de paie arrivait, il ne valait déjà plus rien. Mais un plombier qualifié qui pouvait fixer son propre prix pour chaque travail, il mangeait. Un électricien qui pouvait négocier un paiement en nourriture, il nourrissait sa famille. Les ouvriers d'usine ont commencé à exiger des ajustements salariaux quotidiens, tandis que les personnes percevant un salaire mensuel fixe travaillaient essentiellement gratuitement. Et rien de tout cela n'était nouveau. Lorsque le denier s'est transformé en pacotille à Rome, l'économie ne s'est pas arrêtée non plus. Les gens tombaient toujours malades, les tuyaux fuyaient toujours, et les murs s'effondraient toujours. Les personnes qui pouvaient soigner, réparer et construire, elles étaient payées. Pas avec des pièces sans valeur, mais avec de la nourriture, des vêtements et des services, tout ce qui conservait une valeur réelle. Un artisan avec un marteau et un ensemble de compétences valait plus qu'un aristocrate assis sur un coffre de denier, que personne ne voulait accepter. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'une monnaie s'effondre, l'économie revient à quelque chose de proche du troc. Dans une économie de troc, la personne qui peut réparer vos tuyaux, soigner votre enfant ou remettre votre voiture en marche a plus de pouvoir de négociation que quelqu'un qui détient une obligation d'État qui vaut moins que le papier sur lequel elle est imprimée. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Après le Covid, le monde a été confronté à quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas vu venir. Une pénurie de main-d'œuvre. Électriciens, soudeurs, mécaniciens et plombiers. Il n'y en a tout simplement pas assez. En Amérique, l'âge moyen d'un électricien agréé est de 55 ans. Les jeunes se dirigent vers les bureaux, la technologie et le marketing, tandis que les métiers d'un manuel vieillissent. Dans le même temps, l'intelligence artificielle commence à s'emparer du travail des cols blancs. Les rédacteurs, les analystes et les comptables juniors, des emplois qui semblaient autrefois à toute épreuve, sont soudainement sur la sellette. Mais l'IA ne peut pas se présenter chez vous et réparer le câblage. Elle ne peut pas remplacer un tuyau sous votre évier. Et elle ne peut pas couler des fondations. Le monde se dirige vers un endroit où quelqu'un doté d'une compétence manuelle sera plus demandé que quelqu'un avec un diplôme et un ordinateur portable. Les données salariales le confirment déjà. Quand les compétences ne fonctionnent-elles pas? Lorsqu'une compétence est liée à une technologie spécifique ou à une industrie qui disparaît. Le typographe, l'opérateur de télégraphe, le conducteur de calèche. Ils étaient de brillants spécialistes jusqu'à ce que le monde passe à autre chose. Les compétences qui survivent sont celles liées aux besoins humains fondamentaux. Les gens tomberont toujours malades, les tuyaux fuiront toujours, les bâtiments auront toujours besoin d'être réparés et les machines tomberont toujours en panne. Ces compétences ne deviennent pas obsolètes, car les besoins qu'elles satisfont ne deviennent pas obsolètes. Et voici pourquoi les compétences pourraient bien être l'actif le plus puissant des quatre. Aucun coût initial. Vous n'avez pas besoin d'argent pour apprendre. Du temps et des efforts, certes, mais de l'argent, non. Elles ne peuvent pas non plus être confisquées. Le gouvernement peut prendre vos terres. Il peut saisir votre or, et il l'a fait. Et il peut nationaliser votre entreprise, mais il ne peut pas vous enlever ce que vous savez faire avec vos mains et votre tête. Et elles ne peuvent pas être dévaluées par une planche à billets. Vous pouvez imprimer 1000 milliards de dollars, mais vous ne pouvez pas imprimer un électricien. Les compétences sont le seul de ces quatre actifs qui est accessible à chaque personne sur la planète en ce moment. Aucun capital de départ, aucune relation et aucune autorisation nécessaire. 4 actifs, 4000 ans de preuves. Pourquoi ces 4-là et pas les actions, pas les obligations, pas la crypto et pas les fonds de pension? Parce que chacun d'entre eux a passé 3 filtres qu'aucun actif soi-disant sûr dans l'histoire n'a jamais passé. Premièrement, vous ne pouvez pas le créer à partir de rien. Vous ne pouvez pas imprimer de la terre. Vous ne pouvez pas imprimer de l'or. Vous ne pouvez pas imprimer un pouvoir de fixation des prix. Et vous ne pouvez pas imprimer des compétences.
Mais les dollars, vous pouvez les imprimer. Les obligations, vous pouvez les imprimer aussi. Et chaque fois que quelqu'un met en marche la planche à billets, tout ce qui peut être imprimé perd de sa valeur, tandis que tout ce qui ne le peut pas résiste. Deuxièmement, les gens en ont besoin, peu importe ce que fait l'économie. La terre nourrit, l'or devient de la monnaie quand les autres monnaies meurent. Les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix vendent des choses dont vous ne pouvez pas vous passer, et les compétences résolvent des problèmes qui ne disparaissent jamais. Les actions technologiques et les obligations d'État, adossées à 39 000 milliards de dettes, ne passent pas ce test. Troisièmement, le précédent historique. Chacun de ces 4 actifs a fonctionné dans toutes les crises majeures. Vous pouvez vérifier. Rome, le Moyen-Âge, Weimar, la Dépression, 2008 et 2020. Le schéma ne s'est pas brisé une seule fois en 4001. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Personne ne sait quand la prochaine crise surviendra, ni si elle frappera de notre vivant sous une forme extrême. Mais le schéma de ce qui survit et de ce qui ne survit pas. Ce schéma a 4000 ans et il ne s'est pas encore trompé. La question n'est pas de savoir si vous croyez qu'une crise approche. La question est de savoir si les choses que vous possédez aujourd'hui passent dans ces 3 filtres. Car lorsque le système se fissure, la seule chose qui compte est ce qui ne peut pas être anéanti par un décret, une planche à billets ou la promesse non tenue de quelqu'un d'autre. Lequel de ces 4 actifs détenez-vous déjà et pourquoi celui-là ? Dites-le dans les commentaires. Les réponses les plus intéressantes seront épinglées. J'analyse ces schémas chaque semaine. Si cette exploration des trésors les plus résilients de l'histoire a changé votre façon de voir votre propre sécurité, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons les vérités historiques que le monde moderne a essayé d'enterrer. Sécurisez votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain chapitre de la richesse cachée de l'histoire sera révélé très bientôt.